Nouvelle édition de Quid et aujourd'hui Quid de l'économie mondiale et plus précisément de la dédollarisation avec ce nouveau projet de monnaie commune des BRICS qui fait l'actualité depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Sapir. Alors, Jacques Sapir, bonjour. Vous êtes économiste spécialiste de l'économie russe. Alors, première question, déjà, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce projet de monnaie commune et pourquoi surtout est-ce qu'un tel projet est en train d'émerger? Alors, on sait déjà maintenant plusieurs choses. Premier point, c'est que ça fait pratiquement un an que les banques centrales des différents pays des BRICS, avec la banque des BRICS elle-même, sont en train de travailler sur une monnaie de transaction, une monnaie de paiement, voire une monnaie unité de compte, qui pourrait être une monnaie venant en plus des monnaies nationales. Voilà, ça c'est la grande spécificité. Alors, on est encore visiblement au niveau des discussions. Pourquoi c'est un point important? D'une part, évidemment, les pays des BRICS souhaitent régler et effectuer une partie de leurs transactions hors du dollar. Mais il y a maintenant un autre problème, c'est que la monnaie qui est évidemment disponible, c'est le yuan. Et pour des raisons politiques, on voit assez mal l'Inde commercer en yuan. Donc, c'est constitué une forme d'accord implicite au sein des BRICS pour travailler sur cette question d'une monnaie commune. Et il va falloir après voir ce qui en sort. Tant qu'on ne connaît pas les règles d'usage de cette monnaie commune et ses conditions d'existence, on peut difficilement faire des pronostics. Est-ce qu'il y a un agenda qui est déjà en cours pour la mise en place progressive de cette monnaie? Je crois savoir qu'il y a un sommet des BRICS qui est prévu pour le mois d'août. Est-ce que ça va être un sujet à l'ordre du jour? Oui, tout à fait. Tout à fait. Lors du sommet qui doit avoir lieu au mois d'août, on aura, et alors, point important, la banque des BRICS est située en Afrique du Sud. Donc, on sera, je dirais, à pied d'œuvre pour discuter de l'ensemble des problèmes et on verra beaucoup plus clair quant à la constitution de cette monnaie après ce sommet. Après ce sommet, on verra quelle est la part de commerce que chacun des pays des BRICS veut faire avec cette monnaie. Évidemment, la question essentielle, c'est la Chine, si vous voulez. Si la Chine dit on cherche à commercer essentiellement en yuan cette monnaie des BRICS, oui, on peut faire 10% de notre commerce extérieur avec, mais pas plus, évidemment, ça va restreindre beaucoup l'importance de cette monnaie. Si la Chine est prête à faire une partie centrale de son commerce avec cette monnaie, là, évidemment, ça change de beaucoup la donne. Maintenant, il est très clair aussi que la Chine voudra se garantir des règles d'usage de cette monnaie. Et donc, c'est de tout cela que l'on va discuter, que l'on doit déjà être en train de discuter entre dirigeants des banques centrales à l'heure actuelle. Et c'est tous ces problèmes qui seront sur la table lors du sommet des BRICS qui se tiendra au mois d'août prochain. Et quel serait l'effet de la mise en place de ce projet? Déjà, est-ce que selon vous, c'est envisageable, c'est possible techniquement? Et si oui, quel pourrait être l'effet sur le système monétaire international? Est-ce que ça signerait la fin assurée de l'hégémonie américaine? Alors, oui, c'est techniquement possible. C'est pas simple, il ne faut pas non plus se faire d'illusions sur les difficultés qu'il va falloir surmonter, mais c'est possible. Deux, le rôle, enfin, l'impact de cette monnaie dépendra beaucoup de la part du commerce international des BRICS qui sera libellé dans cette monnaie. Est-ce que ce sera 10%, 15%? Est-ce que ce sera plus de 50%? Est-ce que ce sera la totalité? Tant qu'on ne le sait pas, il est très difficile de dire. Après, si on est dans des hypothèses que la part du commerce qui serait libellée dans cette monnaie soit de plus de 50%, hein, de 50% à la totalité, oui, évidemment, ça aura un impact important sur le rôle du dollar et ça devrait, d'une certaine manière, impliquer une baisse non négligeable de la part du dollar comme monnaie de transaction.
aussi d'ailleurs de la part de l'euro, hein, parce que ça va aussi, il y a une partie du commerce des BRICS qui se fait en euros, et ça va évidemment entraîner une diminution de la part de l'euro. Un autre point qui est important, c'est cette monnaie des BRICS va-t-elle s'appliquer aux pays nouvellement adhérents aux BRICS? Et vous savez qu'il y a plusieurs pays qui ont demandé leur adhésion aux BRICS, dont l'Arabie saoudite. Et c'est important parce que l'Arabie saoudite, pour l'instant, commerçait son pétrole essentiellement en dollars, un petit peu en euros. Euh, L'Arabie saoudite a pris la décision de faire des contrats en yuan, voire en rial. Si maintenant l'Arabie saoudite acceptait d'ici un an ou deux que la moitié, voire les deux tiers de ces contrats soient libellés dans la monnaie des BRICS, ça aurait évidemment une importance considérable quant à la montée en puissance de cette monnaie. On parle justement, et ça en est un facteur, ce projet de monnaie commune, d'un nouvel ordre mondial. Est-ce que, alors j'imagine que la guerre en Ukraine a été un catalyseur de ce rebattement des cartes. À quel point ça a été justement, ça a encouragé les BRICS à se rapprocher? Alors, il faut dire qu'on est là sur une tendance qui existe en réalité depuis plus de 10 ans. Les BRICS ont posé le problème de sortir du dollar, de se dégager du rôle, par exemple, des agences de notation américaines depuis la fin de la crise des subprimes, c'est-à-dire 2010-2011. Donc, ce n'est pas quelque chose qui date de la guerre en Ukraine. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'utilisation du dollar comme instrument de sanction par les États-Unis, chose qui avait commencé bien avant la guerre en Ukraine, hein, si vous voulez, cette espèce d'extraterritorialité de la loi américaine qui se faisait à partir de l'usage du dollar, et par ailleurs, évidemment, les nouvelles sanctions qui ont été prises dans le cadre de la guerre en Ukraine contre la Russie, ça a certainement été un rôle, ça a certainement joué un rôle d'accélérateur dans le processus. Après, euh, il est clair qu'il y aura à la fois des éléments structurels, c'est-à-dire le fait que les pays des BRICS tendent à s'autonomiser de plus en plus par rapport au bloc américain, et des facteurs conjoncturels. Par exemple, la Russie, au sein des pays des BRICS, a, elle, tout intérêt à ce que cette monnaie voit rapidement le jour et que cette monnaie soit utilisée massivement dans le commerce international. Donc, comment je dirais, les facteurs structurels vont-ils se combiner avec les facteurs conjoncturels? C'est effectivement un point dont on aura, si vous voulez, une manière de juger après le sommet des BRICS en août, mais c'est un point absolument central dans cette discussion. Vous parliez justement des sanctions des États-Unis. Vous qui êtes spécialiste de l'économie russe, on en est où aujourd'hui de ces sanctions? Comment sont-elles vécues aujourd'hui en Russie? Oui, alors, de fait, aujourd'hui a été publié le bulletin mensuel de Rostat, et ce que l'on constate, c'est que pour le premier trimestre de 2023, l'économie russe est revenue au niveau du premier trimestre 2022. Alors c'est important parce qu'elle était au deuxième, troisième, quatrième trimestre de 2022, elle était sous le niveau qu'elle avait atteint au premier trimestre 2022, et là elle est revenue à ce niveau, ce qui veut dire que l'on peut estimer que le PIB de la Russie sera nettement plus élevé que ce qui est prévu actuellement. Moi, je dirais 1,5%, peut-être 2% à la fin de 2023. Autre point important, c'est la poussée de l'industrie. Et là, pour le coup, on voit que l'industrie manufacturière est très largement au-dessus de son niveau de mars 2022. Elle a complètement récupéré du choc et elle est même largement au-dessus, ce qui est un signe qui indique que l'économie russe a fini de digérer le choc des sanctions et qu'elle est en train de repasser à un mode de croissance nette assez important.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jacques Sapir. Je le rappelle, vous êtes économiste spécialiste de l'économie russe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Quid sur Sud TV.